Actuellement, dans les profondeurs marines, des sous-marins tueurs peuvent changer le monde. Les hommes à bord passent des mois entiers dans une boîte de métal, en espérant ne jamais recevoir d'ordre. Cela ne signifie qu'une seule chose, la fin de la civilisation. Les équipages des sous-marins Ohio sont parmi les marins les mieux formés de l'armée américaine. Ce qu'ils font, où ils vont, même à quoi ressemble une journée de travail, tout cela est un secret bien gardé. Pendant 70 à 80 jours, ils disparaissent sans pouvoir informer leurs épouses ou petites amies de leur lieu ou activité. Si vous demandez à un membre de l'équipage quel est son travail, il vous dira simplement qu'il préserve la paix. Ça sonne bien sur le papier, mais ils savent que s'ils utilisent un jour les armes à bord, ils ne rentreront pas chez eux. Il ne restera plus de foyer. Mais au-delà des menaces de destruction mondiale, le travail en lui-même est incroyablement difficile. Ces sous-marins opèrent souvent à des centaines de mètres sous la surface. Les hommes sont piégés. Un équipage d'environ 155 personnes vit des semaines dans des espaces exigus parmi tuyaux et cadrans. Partout, des interrupteurs, jauges et armes. Où qu'ils dorment, mangent ou aillent aux toilettes, les tubes de missiles restent tout proches. Dans leurs couchettes, séparés par un rideau. Ils ignorent s'ils seront brutalement réveillés par un exercice, ou la nouvelle que la patrie est attaquée sur ce sous-marin. Le travail est constant. L'équipage se réveille environ 45 minutes avant son quart. Ils s'habillent et prennent leur premier repas selon la rotation. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Après 6 heures, ils seront relevés, puis pourront effectuer nettoyage, maintenance, formation ou réunion après le repas. Sur le papier, c'est 6 heures de travail et 6 de repos. Mais en réalité, on ne se repose jamais vraiment. Ils rentrent épuisés. De 6 à 34 hommes dormiront entassés dans des couchettes à 3 niveaux. Leurs affaires sur une petite étagère, comme des sardines en boîte. Seul le capitaine et certains officiers ont une cabine privée. Les sous-marins rendent les cellules de prison spacieuses. L'intimité se limite à un rideau. Faute de salle de sport, les hommes font des tractions sur les tuyaux ou contre les murs et trouvent où soulever des haltères ou utiliser vélos d'appartement et tapis de course. La santé mentale de l'équipage est primordiale. Voilà pourquoi la nourriture des boomers est la meilleure de l'armée américaine. Les cuisiniers de la marine préparent des festins dans un dîner des années 1950, l'un des rares lieux où les hommes peuvent bouger et discuter librement. Burgers, tartes aux pommes, cuisine italienne et tacos. Les boomers sont bien nourris, mais il ne faut pas négliger le temps passé seul avec soi-même. Le ronflement d'un homme dérange un autre. Heureusement, l'équipage travaille par rotation. Un tiers dort toujours. Pour plus de calme et d'intimité, la salle de bain commune à tous les hommes se trouve au fond de la pièce. Sous-marin, la douche consiste à se mouiller. 10 secondes se savonner sans eau, puis se rincer. 10 secondes. En utilisant environ 15 litres d'eau douce au total pour une douche d'1 à 2 minutes. Passer trop de temps sous la douche ou aux toilettes n'est pas toléré dans un sous-marin. Il faut respecter les règles. C'est un pour tous, et tous pour un. Et c'est pourquoi les hommes maintiennent de bonnes normes d'hygiène. Ils y sont obligés. Sentir mauvais ou avoir l'air négligé nuit au moral de tout le monde. Un membre d'équipage sert de coiffeur dans un petit espace du sous-marin. Des femmes sont aussi souvent à bord, mais elles ne dorment pas avec les hommes. Les sous-marins ont tardé à accueillir des équipages mixtes à cause des espaces de couchage séparés. Pourtant, ce milieu reste majoritairement masculin. Les boomers sont d'immenses machines à plusieurs ponts. Les niveaux supérieurs regroupent le commandement et les communications. Les zones intermédiaires, les messes et quartiers d'équipage. Et les sections inférieures, l'ingénierie, les missiles et la propulsion. Lorsque le navire est prêt à plonger, l'ordre de submersion est donné. Le sous-marin pèse environ 18 000 tonnes immergées, mais il ne coule pas simplement parce qu'il était rempli d'air. Ils sont flottants, déplaçant suffisamment d'eau pour flotter comme une île d'acier avant de s'immerger. De grands ballasts sont ouverts et l'eau de mer s'y engouffre. Cela augmente la densité d'un sous-marin, lui permettant de plonger. On ne veut pas qu'il penche trop ou perde le contrôle, mais cela n'arrive pas. Les sous-marins prennent parfois de forts angles pour tester les systèmes, ou en urgence, mais au-delà de 30 degrés, c'est extrême. Un avantage de la vie en sous-marin est l'absence de mal de mer. Leur propulsion permet d'atteindre environ 20 nœuds. Le réacteur chauffe l'eau, produisant de la vapeur haute pression qui fait tourner les turbines. Celle-ci entraîne l'hélice, propulsant silencieusement le sous-marin dans l'océan. La vapeur est refroidie, redevient de l'eau et est réutilisée en circuit fermé, sans besoin d'oxygène, permettant un fonctionnement continu. L'équipage vient au port seulement pour l'entretien, la nourriture, les provisions et leur santé mentale. Ce n'est pas le carburant, mais la respiration alors.
Le réacteur nucléaire produit de l'électricité, permettant à une machine de séparer l'eau de mer en hydrogène et oxygène par électrolyse. L'oxygène est libéré dans le sous-marin, et l'hydrogène est rejeté à l'extérieur. Et ensuite, il y a des machines qui retirent le dioxyde de carbone de l'air à l'aide de produits chimiques spéciaux, pour que l'équipage ne soit pas empoisonné. Les sous-marins transportent également de l'oxygène de secours dans leurs réservoirs, ou des bougies chimiques, qui peuvent fournir de l'oxygène respirable. Les sous-marins avancent dans l'obscurité de l'océan, parfois des mois sans soleil ni vent. Leur conception privilégie la discrétion au confort. Ils glissent silencieusement grâce à l'ingénierie de réduction du bruit, une technologie coûteuse. Les boomers coûtaient 2 milliards à construire lors de la conception de la classe Ohio, contre 4 milliards aujourd'hui, en partie à cause de leur puissance destructrice. Le coût principal vient de la technologie qui leur permet de naviguer, détecter, viser et survivre tout en échappant au sonar et à l'observation visuelle. En mode silencieux, ils sont très discrets. Les hommes ne doivent pas parler fort. Parfois, dans un sous-marin, on n'entend que le bruit des ventilateurs ou des équipements électriques. Hormis l'ordre d'Apocalypse, les sous-mariniers redoutent surtout le feu. Un petit feu dans un espace confiné peut rapidement remplir les compartiments de fumée toxique sans issue possible. En cas d'incendie grave, il peut être impossible de fuir. Un incendie à bord d'un sous-marin peut endommager propulsion, navigation ou survie, piégeant plus de 100 personnes au fond de la mer. 118 hommes sont morts lors de l'incendie du sous-marin nucléaire russe K-141 Kursk en 2000, le condamnant au fond de la mer. L'équipage ne craindra rien sous l'eau, mais des bruits forts ou une odeur de fumée attireront sûrement l'attention. Il ne s'agit pas de sous-marins ordinaires, mais nucléaires. Si un incendie atteignait le réacteur, le pire serait des radiations. Actuellement, l'équipage des sous-marins nucléaires n'est pas exposé à des radiations dangereuses, les incendies ou fuites étant très improbables grâce à l'isolation des réacteurs et à de nombreux systèmes de sécurité. Néanmoins, les membres d'équipage s'entraînent constamment aux procédures de lutte contre l'incendie et à la maîtrise des flammes avant qu'un sous-marinier puisse obtenir l'insigne de sous-marin à accrocher à son uniforme. Ils doivent mériter leur poisson ou obtenir leur dauphin, c'est-à-dire être qualifiés comme premiers intervenants. Brèche, incendie, inondation, gaz toxique, un homme s'effondrant, la poitrine serrée. Chacun à bord doit savoir réagir. Ces marins maîtriseront la propulsion nucléaire, les systèmes complexes et pourront aussi devenir médecins ou pompiers instantanément. En cas d'urgence, des parties du sous-marin peuvent servir de bloc opératoire improvisé avec un infirmier et le doc à bord. Mais il ne vous fera pas de pontage cardiaque. Toute urgence forcerait le sous-marin à faire surface ou à organiser un rendez-vous, ce qu'ils évitent. Un ex-membre d'équipage de Boomer a dit qu'en 2 ans et demi et 5 patrouilles, son sous-marin n'a brisé le silence radio qu'une fois, pour une appendicite à bord. Les virus, comme l'a dit un marin, se propagent vite sur un sous-marin. Rhumes et maladies bénignes circulaient parfois plusieurs fois. Il ne faut pas seulement s'inquiéter des problèmes physiques. Ici, chaque souci psychologique reste présent. Le confinement extrême, l'isolement, l'éclairage artificiel et le manque total d'intimité peuvent avoir un impact sur l'esprit. La santé mentale préoccupe particulièrement les nouveaux sous-mariniers, exposés à l'anxiété et à la dépression, d'où des critères de sélection stricts. Chaque année, seuls quelques milliers de marins rejoignent la force des sous-marins nucléaires. Les équipages sont régulièrement évalués et la détresse psychologique grave est prise très au sérieux. On ne veut pas qu'un homme perde la tête sous l'eau. S'il le fait, il sera débarqué dès que possible et reviendra rarement. Les nouveaux arrivants, surnommés Pukes ou Nubs, corps non utiles, découvrent un monde où les adultes ne les ménagent pas. Chaque poste est spécialisé, mais chaque sous-marinier doit comprendre le fonctionnement de tout le navire. Un technicien en torpille ne maîtrise pas le réacteur comme un ingénieur, mais chacun doit connaître les bases de chaque système. Plus vous apprenez vite, plus vous serez respecté. La première année est très difficile. Oubliez le temps libre et qu'on vous ménage. Un ancien sous-marinier disait « Tu respires mon air, manges ma nourriture et remplis mes réservoirs. Obtiens ta qualification bleue. » La raison de tout ce sérieux est évidente. Les sous-marins exigent que tout le monde travaille en tandem comme une machine parfaitement réglée. N'oublions pas que les boomers possèdent des missiles balistiques Trident 2, capables d'atteindre des cibles il y a 11 000 km, même depuis l'océan. L'autorité de lancement repose entièrement sur le président. Et après cela, chacun a un rôle à jouer. Le commandant ne peut pas agir seul.
Il existe des mesures de sécurité nucléaire strictes et des procédures d'authentification, donc plusieurs officiers travaillent ensemble avant que quiconque ne meure. Quelqu'un annoncera sa disponibilité pour l'ordre de tir, puis confirmera par « j'approuve l'ordre de tir ». Ces séquences sont répétées, mais personne à bord ne veut les exécuter réellement. Après le lancement, il ne reste qu'à attendre en immersion. En cas de frappe, un Trident 2 entrerait dans l'atmosphère à jusqu'à Mach 24, soit plus de 29 600 km/h. Il se divisera ensuite en 8 véhicules, chacun portant une ogive nucléaire de 100 à 475 kilotonnes. En moins d'une minute, le commandant peut lancer 192 ogives et détruire 24 villes. Les hommes du sous-marin savent qu'à chaque missile tiré, des Américains riposteront sûrement. C'est le cas pour tous les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Environ 240 missiles actifs et 1100 ogives suffiraient à anéantir la civilisation. Pour supporter ce stress, beaucoup d'hommes restent des mois sous l'eau, isolés comme des moines, sans réseaux sociaux pour se distraire. On peut jouer au cribbage ou aux échecs en dînant de saumon et de soupe de queue de bœuf. Des livres seront aussi disponibles à lire au lit, sous une lumière fluorescente. Les films aux messes sont souvent diffusés avec un projecteur et repassés fréquemment. Le temps libre dans le sous-marin n'est pas comme avoir du temps libre dans le monde ordinaire, c'est comme vivre au travail. Et on s'attend à ce que vous soyez prêt 24 heures sur 24 si on fait appel à vous. Comme l'a dit un membre d'équipage de Boomer en ligne, il faut prendre le temps libre avec des pincettes. Des événements sont organisés pour remonter le moral, comme une soirée pizza ou une journée surf and turf, parfois même du homard. Ils travaillent dur, mais sont bien traités dans ce métier essentiel. Et au moins, ils peuvent dire à leurs femmes et à leurs enfants qu'ils sont en vie. Les sous-mariniers sont autorisés à envoyer des emails à la maison pour rassurer leur famille, mais ces messages sont étroitement surveillés lors des missions. Pas d'email. Si la tension monte, ils font du sport. S'ils sont dépassés, ils gardent cela, mais les navires ont souvent un groupe de conjoints ou un conseiller. Cette pression constante en est une raison. Les sous-mariniers disent qu'être sympathique et savoir faire rire est une qualité précieuse sous l'eau. Les hommes drôles sont rares, et selon le département de la guerre des États-Unis, ils dépendent les uns des autres. La vie en sous-marin n'est pas pour tous, mais si elle vous convient, la camaraderie reste inoubliable. Les boomers continuent de travailler même au port. Chaque sous-marin dispose de 2 équipages complets, appelés bleu et or. Pendant qu'un équipage débarque après une patrouille, l'autre se prépare déjà à prendre le relais sur le même navire. La relève elle est rapide, les stocks refaits, la maintenance faite, et en quelques semaines, le sous-marin repart souvent avec un équipage différent. La mission ne finit jamais vraiment, seuls les équipages changent. Mais après 70 jours à bord, même si vous aimez vos camarades, vous avez hâte d'arriver au port. Après des mois de confinement et de bourdonnement, la vie civile semble étrange. Conduire est risqué, car leurs yeux sont habitués à des espaces restreints. Le cerveau ralentit dans un sous-marin, s'adaptant à un environnement moins stimulant. Ils se réhabituent lentement au monde extérieur, qu'ils espèrent, Dieu merci. On ne leur demande jamais de tirer des armes nucléaires. Pour l'instant, découvrez le plus grand sauvetage de sous-marins, l'évasion de l'United States Ship Squallis, ou cliquez sur cette vidéo.